Eh bien, les enfants des rues, un phénomène très dangereux, très inquiétant, il faut réagir. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Fatma Barada, qui est fondatrice et directrice du village Espoir, un village fait par les dons, qui n'a aucun un objectif lucratif, justement pour rendre service à ces enfants, pour les soigner, pour leur assurer un avenir meilleur. Madame Fatma Barada, bienvenue avec nous. Merci. On aimerait savoir tout d'abord dans quelle mesure ce problème est existant en Égypte. Je vais vous raconter le début. Le début, c'est depuis 1988, 22 ans maintenant. C'est un monsieur anglais qui était un directeur d'une école qui a commencé à réaliser qu'il y avait un problème ici en Égypte. C'est le problème des enfants de la rue. Il a réalisé que les gens s'intéressent à faire des bâtiments ou bien pour les orphelins ou bien les vieux. Alors il a commencé avec 7 enfants. Et maintenant, heureusement, on a 16 branches au Caire et à Alexandrie. On a commencé bien sûr avec les garçons. Le problème des enfants de la rue est plus difficile que les orphelins parce que l'orphelin, il n'a pas de famille. C'est-à-dire tu peux le prendre, tu le mets dans une chambre par exemple, personne ne va demander de lui. Mais malheureusement, les enfants de la rue, c'est un problème social et économique. C'est-à-dire, les parents, par exemple, ils sont divorcés, alors la femme se marie, le mari il se marie, ils ne veulent pas les enfants, ils le jettent dans la rue. Alors, premièrement, c'est un problème social et en même temps économique. La dame, lorsqu'elle se trouve seule, elle n'a pas les moyens de dépenser à ses enfants, elle les jette dans la rue. Alors, une de nos buts, par exemple, si on connaît les parents de cet enfant, on essaye d'améliorer les conditions de la vie de ces enfants-là et de faire rentrer les enfants de nouveau dans leur famille. Par exemple, on apprend la mère une profession. Lorsqu'elle a l'argent dans la main, elle peut avoir les enfants avec elle dans la maison. Par exemple, on n'arrive pas à savoir où sont les parents. Alors, les enfants, on ne peut pas les prendre tout d'un coup de la rue chez nous. C'est très difficile parce qu'ils sont habitués à la liberté et à la vie de la rue. Mais vous faites comment? Alors, graduellement, c'est-à-dire, ils doivent aller au début dans des... par exemple, ils viennent pendant la matinée, ils passent la matinée chez nous, ils prennent leur bain, ils changent leurs vêtements, on leur offre des repas chauds et ils passent toute la matinée chez nous, ensuite ils rentrent à la rue de nouveau. Ensuite, s'ils ont l'intention vraiment de changer leur vie, on commence à avoir des secteurs chez nous, des branches où ils peuvent dormir, mais pas continuellement. Ensuite, si vraiment ils veulent changer leur vie définitivement, on les prend dans nos branches, des garçons seulement ou bien des filles seulement, et on commence à les instruire. C'est-à-dire, si les enfants sont encore ils veulent continuer leurs études, ils vont à l'école, ils mènent une vie tout à fait normale comme nos enfants. Les après-midi, ils vont au club, ils ont des sports à pratiquer. Sinon, s'ils ne veulent pas s'instruire, ils ne veulent pas aller à l'école, on leur apprend une profession. On a dans une grande branche au 10 of Ramadan, l'Ashir de Ramadan, où on leur apprend des professions. Ils deviennent des menuisiers, ainsi de suite. Mais vous venez de me dire s'ils décident de rester avec nous. Est-ce que ça veut dire qu'ils pourraient préférer la rue à vivre dans une maison pareille? Oui, parce que bien sûr, la rue, c'est la liberté. Et c'est ça seulement, c'est-à-dire face aux dangers qu'ils encourent, face à la maltraitance, face à la douleur, à la famine, à la pauvreté, ils préfèrent la liberté à vivre dans un village pareil. Bien sûr, parce que c'est un enfant. Il ne réalise pas qu'est-ce qu'il lui attend s'il va continuer dans la rue. Et quels sont les cas difficiles que vous avez reçus? Il y en a plein.
plein de cas difficiles. Par exemple, un enfant chez nous, et il a commencé à s'améliorer et après un certain temps, parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? On a, comment dirais-je, on essaie de mettre de l'argent dans à la banque avec leur nom. Chaque mois, par exemple, 50 livres, parce que si elle va avoir 21 ans, il reçoit cet argent, on lui apporte un appartement, on essaie de le marier, on l'aide comme une famille exactement. Après 3-4 ans, lorsqu'il a, par exemple, dans son account 3 000 ou 4 000 livres, les parents apparaissent. Enfin, par exemple, un de ces jours, on avait un garçon comme ça, il était très bien, et le père, il a commencé à apparaître. Et il veut le garçon, il veut tout simplement l'argent. Et on a découvert que c'était un marchand de drogue. Il voulait le petit pour qu'il travaille avec lui et qu'il devienne comme son père. Heureusement, cet enfant, par exemple, le bon Dieu l'aime, que le père est mort over drogue. Par exemple, ça c'est un cas. Par exemple, cet enfant, on ne peut pas le remettre à son père. D'après la loi, le père, il a le droit de prendre cet enfant. Mais heureusement, il a été sauvé. Vos efforts sont individuels. D'où vous avez vos fonds pour dépenser cet argent? Les fonds, ce sont les donations à travers les gens. On essaye... bien sûr, avant la Révolution, c'était beaucoup mieux. Après la Révolution, tous les fonds ont diminué. Mais j'espère que dorénavant, ça sera mieux. Et finalement, vous les suivez jusqu'à l'âge adulte. Est-ce que vous avez réussi avec certains de les garder jusqu'à l'âge adulte? Maintenant, on a 184 enfants, filles et garçons. Et on les garde jusqu'à l'âge de 21 ans ou bien s'ils finissent leurs études. En tous les cas, moi, je prends l'enfant de la rue et le but, c'est de ne pas le jeter de nouveau dans la rue. Le but, qu'il mène une vie comme nos enfants, c'est-à-dire qu'il réussit dans sa vie, ou bien il finit ses études, ou bien il apprend une profession, ou bien il se marie, il a une famille, c'est-à-dire qu'il agit exactement comme nous. C'est ça notre but. Et avec le temps, lorsqu'on a commencé à réaliser qu'il y a des filles qui rentrent chez nous en portant par exemple un t-shirt, un jeans, et elles se rasent les cheveux pour ne pas paraître comme des filles, tout simplement pour avoir les mêmes choses qu'on offre aux enfants, le repas et ainsi de suite. Alors on a commencé à réaliser qu'il y a des filles de rue. Et maintenant à Mokattam, on a une branche spécifiquement pour les filles qui viennent à l'âge de 11 ans et 13 ans déjà enceintes, ou bien de leur père, de leur frère, de quelqu'un de la famille, ou bien violées de la rue. Cette fille-là, on essaye de l'éduquer, d'absorber l'agression qu'elle a dedans à travers beaucoup de méthodes scientifiques et psychologiques. Et ensuite, on leur apprend un métier. Par exemple, un des métiers qui a beaucoup réussi chez nous, d'être une coiffeuse, par exemple. On leur apprend à devenir une coiffeuse, ou bien de faire des choses en paille, ou bien des bougies, ou bien des tapis. Enfin, elle doit avoir un métier. Ensuite, on leur cherche un petit appartement et 4 vivent ensemble. 3, par exemple, ils vont au travail pour avoir de quoi vivre. Et une qui reste à la maison pour aider les enfants. Et ainsi de suite, et ils considèrent notre branche comme la maison des parents. Ils viennent s'ils ont n'importe quel problème, on essaie de résoudre leurs problèmes psychologiques. Est-ce que vos efforts sont seulement à titre individuel ou est-ce que le gouvernement intervient avec vous aussi? Non, individuel. Le problème des enfants des rues est un problème mondial apparemment et l'UNICEF n'a pas réussi à recenser le nombre, mais c'est estimé à des dizaines de millions. Est-ce que vous êtes en contact avec des associations à l'étranger ou dans d'autres pays? Bien sûr, l'UNICEF a été toujours un de nos collaborateurs, oui, partenaires. C'est lui qui nous a fait la branche de Mokattam pour les filles. Et c'est une branche très réussite lorsqu'ils reçoivent des gens
par exemple, des actrices pendant le festival du Caire et ainsi de suite, ou bien des gens internationaux. C'est la première branche qu'ils viennent nous visiter parce que c'est une branche très réussite. Et dans quelle mesure les hommes d'affaires et le secteur privé pourraient intervenir avec vous, outre les donations? Parce que vous devez quand même vous confronter à d'autres problèmes d'ordre papier, formalité, terrain. Il n'y a pas que l'argent. Maintenant, on a heureusement réussi à avoir un nouveau terrain tout à fait à côté de Katameya Residence. Et on a commencé à bâtir ce bâtiment. Ce bâtiment, c'est un très grand bâtiment qui consiste d'un bâtiment pour les garçons, un bâtiment pour les filles et un bâtiment administratif et pour apprendre des métiers aux enfants et qui sera le premier centre au Moyen-Orient pour les recherches psychologiques des enfants de la rue. Alors, on a commencé à bâtir. Heureusement, le rez-de-chaussée, on allait commencer à bâtir le premier étage, mais les fonds ont diminué, bien sûr. J'espère que quelqu'un nous entend maintenant et qu'il essaie de nous aider parce que c'est un très grand espoir pour nous. Et sans espoir, on ne peut pas vivre. Madame Fatma Barada, outre le projet bénévole sur lequel vous travaillez, vous êtes aussi rotarienne. Et l'institution du Rotary est très mal comprise. Oui. Il y a une vague, j'ai l'impression qu'elle était bien comprise auparavant, mais il y a là une vague d'anti-Rotary dans le monde, oui. Ou précisément aussi en Égypte, alors que Rotary, c'est une institution internationale, oui. qui est une institution de bienfaisance. Bien sûr. Vous devez certainement, et il y a des projets à travers le Rotary sur lesquels vous avez travaillé concernant les enfants et les orphelins. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu très brièvement sur ce que c'est que le Rotary? Le Rotary, c'est une fondation qui a commencé depuis un siècle, en 1905, par un monsieur qui s'appelle monsieur Paul Harris à Chicago. Il a commencé par, il s'est rendu compte qu'il veut améliorer son quartier, sa rue. Alors il a commencé à se réunir une fois par semaine avec ses compatriotes pour discuter leurs problèmes et savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et ainsi de suite. Et maintenant, on a des clubs à travers le monde, dans 200 pays. On a 1,2 million rotariens. On a des gens qui luttent contre la pauvreté, qui essayent d'améliorer l'éducation. Et la chose la plus importante maintenant, c'est éradiquer la polio. Et ils ont réussi à peu près à éradiquer la polio. C'est le Rotary qui a éradiqué la polio. C'est ça. Monsieur Paul Bill Gates, il a donné une très grande somme, des millions de dollars à la Rotary, et avec la coopération avec les gouvernements à travers le monde, on a réussi à éradiquer la polio dans tous les pays, sauf 3 pays maintenant qui sont encore, ils ont la polio. Et on essaie de continuer ce combat pour réussir à le finir du monde entier. Et les fonds sont individuels? Individuels, Ce sont les membres des clubs qui payent? Pas les membres, parfois les membres du club, et parfois on arrive à avoir des donations. Et à ramasser des fonds, vous faites, parce que l'image qu'a la société, c'est que ce sont des gens riches qui ne font que des dîners. Il faut savoir que c'est à travers ces galas, des dîners de gala, que vous ramassez l'argent. L'argent, c'est ça, on doit faire quelque chose. C'est-à-dire, on fait un très grand gala, par exemple. Il y a un chanteur qui vient, qui lui aussi, il essaie de participer, de faire quelque chose de bien pour sa société. Alors on fait un grand gala, on essaye à travers de ces billets, de vendre les billets, d'avoir des donations, de ramasser un grand somme pour faire un projet. Alors comment on va faire un projet sans un fonds, bien sûr. Alors on fait un très grand effort pour ramasser l'argent et de faire, c'est-à-dire chaque club doit avoir un but.
un projet, un grand projet par exemple. On essaye chacun de faire quelque chose. Et en Égypte, combien de clubs Yotari existent-ils en Égypte? En Égypte, nous sommes 77. 77. Eh bien, Madame Fatma Barada, il y a encore beaucoup à dire sur le village Espoir et sur les clubs Rotary qui œuvrent aussi à aider les orphelins, à aider les enfants et à faire des projets de bénévolat pour la société. Mais malheureusement, notre rencontre doit prendre fin. Merci d'avoir été parmi nous. Tout de suite, nous allons passer à un autre volet.